C'est parti. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée du Conseil municipal de Saint-Frédéric en ce lundi 7 juin 2021. Ce soir, à l'ordre du jour, au point 1, ouverture de l'Assemblée. Alors, en ouverture de l'Assemblée, mon petit mot pour ce soir, pour les amateurs d'histoire, il y a 77 ans, aujourd'hui, un de nos concitoyens, le soldat Léger Laplante, avait déjà un jour de passé sur les plages de Normandie, avait réussi à prendre possession des plages au 6 juin 1944. Il était débarqué sur les plages du petit village de Bernières-sur-Mer en France qui portait le nom de code Juno Beach et il se dirigeait déjà avec le très prestigieux régiment de la Chaudière et ses compagnons canadiens-français en direction de l'aéroport de Carpiquet près de la ville de Caen en Normandie où il a connu ces derniers jours. Le soldat Léger Laplante est décédé le 4 juillet 1944 à l'âge de 28 ans devant la résistance farouche des soldats allemands qui étaient en déroute et qui savaient à ce moment-là qu'ils allaient vers leur défaite certaine. Alors, nos hommages à notre concitoyen de la famille Laplante, le soldat Léger Laplante, dont j'ai eu le privilège exceptionnel de visiter le tombeau, le dernier monument dans le cimetière de Bény-sur-Mer, le cimetière canadien du débarquement en France, où j'ai eu l'extrême honneur, au nom de tous nos concitoyens, de déposer un petit emblème des armoiries de Saint-Frédéric sur la pierre tombale. C'était extrêmement impressionnant pour moi de faire ça. Alors, c'est le petit message en ouverture de l'Assemblée, petite page d'histoire. Ça me fait plaisir de vous le partager. Au point 2, déroulement de la séance, on est toujours, malgré l'amélioration de la situation sous les mesures de la pandémie, et pourtant, on espère que ça achève. On vient de passer en zone orange, on espère passer en zone jaune bientôt, qui devrait, normalement, d'après notre directrice générale, nous permettre de recevoir à nouveau de la visite à nos séances du conseil municipal. Alors, on continue de tenir bon. Je ne cacherai pas un certain début d'impatience, mais on va essayer de ne pas lâcher. Alors, le déroulement de la séance se fait toujours aujourd'hui, comme dans tous les mois passés, à huis clos et enregistré afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur par décret gouvernemental. Ça me prend quelqu'un pour en proposer l'adoption, Mme Joanne Giguère. Au point 3, lecture-adoption de l'ordre du jour. Au point 4, ce sera l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021. Au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mai 2021. Au point 6, les comptes à payer. Au point 7, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Au point 8, l'appui à la ferme Landry et Fils pour déclaration de l'article 40. Au point 9, remplacement de la porte d'entrée principale de l'hôtel de ville. Au point 10, remplacement des portes et fenêtres de la salle communautaire de la cuisine. Au point 11, emprunt temporaire, règlement 363-21, travaux de réfection de la rue Gagnon, de la rue Saint-Olivier et de la rue Grondin. Au point 12, demande d'offre de prix pour contrat de gré à gré, étude de solutions pour augmentation de la capacité de la station de traitement des eaux usées. Au point 13, application de la clause résolutoire sur contrat de vente du lot 6 074 848. 14, demande de dérogation mineure de développement domiciliaire Saint-Frédéric sur les lots 6 439 272 et 6 439 274. Point 15, avis de motion et projet de règlement d'emprunt 364-21 pour l'achat de tracteurs New Holland 25S et équipements. Au point 16, avis de motion et projet de règlement modifiant le règlement 365-21 sur la gestion contractuelle. Au point 17, demande d'appui du COBARIC pour une demande de financement pour suite du projet du bassin versant de la rivière des Fermes. Au point 18, rapport des comités. On parlera de la régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante. Au point 19, correspondance. Au point 20, période de questions. Au point 21, varia. Et au point 22, ça sera la levée de l'Assemblée. Alors, les conseillers, si ça vous semble conforme, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Michel Fortin. Ça va toujours, Cathy? Oui. Alors, au point 4, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021, dont les conseillers ont pu prendre connaissance. Si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Monsieur Jean-Denis Vachon.
Et au point 5, on a tenu une assemblée extraordinaire le 5 mai 2021 et si je me rappelle bien, c'était pour adopter notre règlement d'emprunt pour les travaux justement de la rue Gagnon, de la rue Saint-Olivier, parce qu'on avait eu l'obligation de reprendre le processus. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Monsieur Michel Saint-Pierre. Va toujours, Madame la directrice générale? Criez, dites-le si ça ne fait pas. Au point 6, les comptes à payer. Ce mois-ci, avec les travaux qui sont en cours, les comptes à payer reflètent les chantiers qui sont en marche dans la municipalité. Alors, on a des premiers versements qui sont à faire aux contracteurs et toutes ces choses-là. Donc, évidemment, ça se reflète avec des comptes à payer qui s'élèvent ce mois-ci à 294 099,46, ce qui est à peu près le double de ce qu'on voit habituellement les autres mois. Mais il fallait s'y attendre, là, ça risque d'être comme ça là, pendant un bout de temps là, avec les travaux qui se font. Bien entendu, le temps que les subventions rentrent par la suite, c'est tout à fait normal. Donc, les conseillers, si ça vous semble conforme, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. M. Michel Saint-Pierre. Ça nous amène à la présentation d'un élément légal que je dois vous faire. C'est la présentation du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour suite aux états financiers de l'année 2020. Ça me permet en même temps de vous donner quelques explications sur nos états financiers, la situation financière de la municipalité en général et de comment ça va au point de vue financier dans notre municipalité. Alors, au 31 décembre 2020, les états financiers de la municipalité de Saint-Frédéric présentent des revenus de fonctionnement de 1 763 091 $, soit une augmentation de 29 943 sur l'année précédente. C'est-à-dire qu'on a presque 1,8 million de budget de fonctionnement en 2020 et avec une très minime augmentation sur l'année précédente, en raison du changement des règles budgétaires par le gouvernement. Nous terminons l'année financière avec un excédent de 144 496 $, alors que nous sommes habitués d'arriver beaucoup plus près de l'équilibre, comme il se doit. En effet, il nous est maintenant interdit de considérer tout l'effort que nous avons fait de réserver 115 000 $ dans les réserves pour la réalisation de projets spéciaux avant la fin de l'exercice financier, ce qui nous donne en fait un surplus réel de seulement 29 496 $, soit 1,7 % de nos revenus. Encore cette année, on constate qu'il y a eu un très rigoureux exercice de suivi de l'utilisation des budgets disponibles. Enfin, une allocation inattendue de 53 924 $ nous est arrivée du gouvernement du Québec en raison de la pandémie de COVID-19. Le surplus accumulé libre s'élève au 31 décembre 2020 à 284 616 $, ce qui est un montant tout juste suffisant pour couvrir les situations imprévues sans rupture de liquidité et pour absorber les importants projets en démarrage dans notre municipalité en attendant le financement à long terme. En plus de ce surplus libre, la municipalité a affecté des provisions pour des dépenses futures dans des fonds réservés dont le total s'élève à 131 743 $ à la fin de l'exercice financier 2020. Ce montant est composé d'une réserve de 30 000 $ pour les interventions d'urgence et incendie, de 10 000 $ pour l'entretien de l'eau potable, de 20 000 $ pour l'entretien de l'eau usée, de 10 000 $ pour la mise en place d'un écocentre municipal, de 40 000 $ pour l'entretien de l'édifice municipal, de 20 000 $ pour la gestion du ruissellement des eaux de surface et enfin de 1 743 $ qui provient de l'ancienne Corporation de développement industriel et qui sera éventuellement affecté à l'affichage dans le parc industriel. À la fin de l'exercice 2020, la dette totale de la municipalité s'élevait à 2 195 800 $. De ce montant, une proportion de 331 494 est supportée par le gouvernement du Québec dans le cadre de divers programmes de subventions qui sont étalés sur plusieurs années. La municipalité est responsable d'assumer entièrement le reste de cette dette, soit un montant de 1 864 306 $, ce qui nous impose un fardeau de la dette de 240 173 en capital intérêt pour l'année 2020. Ce portrait ne reflète cependant pas l'ampleur considérable des défis financiers qui nous attendent au cours des prochaines années, compte tenu de l'ampleur des travaux requis pour mettre à jour nos infrastructures municipales.
Les investissements à prévoir de plusieurs millions sont une préoccupation importante du conseil municipal, compte tenu de l'impact majeur sur le fardeau de la dette à long terme, sachant que nous n'avons pas d'emprunt qui viennent à échéance avant plusieurs années. Dès l'année 2021, des travaux d'envergure sont déjà en marche afin de bien amorcer ces correctifs. Et il faut pouvoir compter sur les meilleurs leviers de financement afin de rencontrer nos objectifs. Le rapport de l'auditeur externe, l'audit externe de la situation financière de la municipalité de Saint-Frédéric pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, a été réalisé par les experts comptables de la firme Blanchette-Vachon, qui ont également dressé les états financiers conformément aux exigences légales en vigueur. Suite à l'exécution de son mandat, l'auditeur précise dans le rapport de l'auditeur indépendant que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Frédéric au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En général, je vous dirais qu'à partir de ma compétence en administration publique et de ma connaissance de la situation de la municipalité, je considère que la santé financière de la municipalité de Saint-Frédéric est quand même est très solide et pas préoccupante. C'est pas ça la question. On a toutefois des défis importants qui s'annoncent, mais on est en position de devoir y faire face. Comme toutes les municipalités au Québec, les coûts d'opération pour les différents services qu'on n'a pas le choix de devoir assumer sont toujours en augmentation et en augmentation, je dirais, violente. Et ça va être un défi pour tout le monde, autant pour notre municipalité que toutes les autres. Et pour pouvoir contrôler l'augmentation de ces coûts, on est condamné à être extrêmement créatif dans la recherche d'opportunités pour assurer notre développement dans l'avenir. Sinon, les coûts vont continuer d'augmenter et on ne sera pas en mesure de rencontrer ces défis-là. C'est un travail qui va être constant dans les années à venir. Voilà. Si je ne me trompe pas, Cathy, ce n'est pas l'objet d'une résolution, c'est un dépôt de document. C'est bien ça. C'était donc le rapport du maire. Au point 8, on a une résolution, une demande d'appui à la ferme Landry et Fils pour une déclaration de l'article 40 afin de permettre au propriétaire de la ferme qui veut demander la permission à la Commission de protection du territoire agricole de pouvoir installer sa résidence sur sa ferme dans la rue Saint-Olivier, complètement au bout de la rue Saint-Olivier, à la fin de la suite de résidence qu'il y a là. C'est en zone agricole. Évidemment, ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas l'obligation de demander l'appui de la municipalité, mais ça nous fait plaisir de l'encourager. Je ne demanderait pas mieux. Et si ça peut aider le cheminement de son dossier, donc c'est pas plus mal. Alors, ça nous fait plaisir d'appuyer la démarche de cette personne-là qui veut essayer de convaincre la CPTAQ de pouvoir l'autoriser à s'établir sur sa propriété, sur son exploitation agricole, pour pouvoir y installer sa famille. Donc, ça me prendrait, les conseillers, si vous êtes d'accord, là, c'est une proposition de Mme Joanne Giguère. Parfait. Le point 9, remplacement de la porte d'entrée principale de l'hôtel de ville. C'est un point qui va être reporté à la prochaine séance parce qu'il nous a manqué des informations. Là. Il y a des détails qui sont arrivés à la dernière minute encore aujourd'hui et on souhaite, les travaux publics souhaitent pouvoir aller chercher plus de détails, plus de précisions pour avoir les meilleurs conseils possibles. On sait que c'est quand même extrêmement dispendieux, une porte commerciale. Puis quand je dis extrêmement dispendieux, ne pensez pas plusieurs centaines de dollars. Là, on est dans les plus ou moins 10 000 $. Là. Donc, ça mérite qu'on vérifie comme il faut. On veut voir de quoi il est question, mais évidemment, on parle d'une porte d'aluminium de type commercial avec un seuil qui permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. Puis tout ça, on veut que ça soit conforme, mais on veut que ça soit bon pour de très, très nombreuses années. On parle en décennies. Là. Donc, la porte actuelle date de la construction de l'édifice et on voudrait que ça puisse, et qu'elle est arrivée au bout de sa durée de vie utile, là, et on voudrait que ça puisse faire, son remplacement puisse faire pour de très nombreuses années. Alors, on va prendre le temps de continuer de magasiner comme il faut, d'obtenir les meilleurs conseils possibles. Ça fera l'objet d'une résolution le mois prochain. Ça nous amène au point 10, remplacement des portes et fenêtres de la salle communautaire de la cuisine. Donc, remplacer toutes les portes et fenêtres extérieures de l'édifice
il y a quelques années, quand on a fait l'agrandissement de la bâtisse, on avait refait la toiture également, refait la peinture extérieure, tout ça. Alors, c'est important, notre bâtiment qui a été construit, si je me rappelle bien, en 1986, plus ou moins. Il avait été inauguré en 1987, si je ne me trompe pas. Donc, après 35 ans, un peu plus que 35 ans autour de ça, c'est normal d'en faire l'entretien. Alors, les portes et fenêtres sont dues pour être remplacées. On a obtenu des soumissions et le montant, Cathy, s'élève? Le montant de construction Bruno Giguère s'élève à 16 565,18 taxes incluses. Donc, 16 565,18 taxes incluses. Donc, on va chercher une petite partie de remboursement de taxes. Si ça vous convient, les conseillers, ça me prendra une résolution proposée par M. Jean-Denis Vachon. Au point 11, on doit procéder à un emprunt temporaire règlement 363-21 pour les travaux de réfection de la rue Gagnon, de la rue Saint-Olivier et de la rue Grondin. Donc, on fait un emprunt temporaire pour pouvoir rencontrer nos obligations, pour payer le contracteur, ainsi de suite. À la fin, on va pouvoir faire le financement à long terme pour la part qui nous revient, pour la part que la municipalité doit assumer. Et la subvention va venir combler le reste, bien entendu. Mais en attendant, il faut bien payer ce qu'on a à payer. Et pour ça, on a besoin de contracter un emprunt temporaire. C'est normal, c'est la procédure habituelle dans ce genre de projet-là. Alors, ça prend une résolution pour nous autoriser à procéder à l'emprunt temporaire. C'est proposé par M. Michel Saint-Pierre. Ça te va, Cathy, avec ça? Oui. Dans le fond, proposé, c'est Michel, il donne l'avis de motion puis il dépose le projet de règlement. On n'est pas rendu au point 15, je suis rendu juste au point 11, l'emprunt temporaire. OK, l'emprunt, oui, excuse-moi. Oui, okay. Si ça ne te fait rien, il faut suivre mon ordre de jour. Oui. Okay. OK, trop. Okay. Au point 12. Au point 12, on va maintenant, ça c'est une étape intéressante qui va nous permettre de régler des problèmes importants pour assurer notre développement dans l'avenir. On est à l'étape de faire une demande d'offre de prix pour donner un contrat de gré à gré pour effectuer une étude de solution pour l'augmentation de la capacité de notre station de traitement des eaux usées. Alors, on sait tous les problèmes que ça a causé. On se rappelle que le projet de mise aux normes du village Marie avait été retardé en raison du problème qui avait été identifié sur la capacité de traitement de notre station de traitement d'eau usée. On a fait un ribambelle de validation. Il y a eu des études faites par les firmes d'ingénierie spécialisées, tout ça. Et on est finalement autorisé par le ministère des Affaires municipales à procéder à l'augmentation de la capacité de cette station de traitement-là, de notre station de traitement de l'eau usée. Et ça va nous permettre donc de rencontrer nos besoins de développement dans l'avenir, tout ça. Mais c'est bien beau ça, mais qu'est-ce que ça prend? Alors, est-ce que c'est nécessaire de construire un autre bassin d'épuration à côté de celui existant ou il y a d'autres solutions possibles? C'est quoi la meilleure façon d'augmenter la capacité d'une station de traitement de l'eau usée? Il existe plusieurs possibilités. Il y a plusieurs façons d'augmenter la capacité d'une station de traitement de l'eau usée. Et c'est ce qu'on va demander. On va solliciter différentes firmes d'ingénierie pour nous recommander différentes solutions possibles. Alors, c'est ça qu'on passe en résolution ce soir, d'autoriser la directrice générale de solliciter des offres, des appels d'offres pour nous conseiller quant à la meilleure option possible pour faire ces travaux-là. Donc, si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour proposer Mme Lucie Gilbert, qui vient d'arriver. Au point 13. Au point 13, question un petit peu plus délicate, l'application de la clause résolutoire sur contrat de vente du lot 6 074 848.
Alors, en 2000, si je me rappelle bien, c'était en 2017, un peu avant l'entrée en fonction du conseil municipal actuel. Des terrains avaient été vendus dans le parc industriel et ces terrains-là étaient assujettis d'une clause résolutoire, c'est-à-dire que l'acheteur du terrain avait un délai pour construire un édifice d'une valeur minimale. Or, le terrain portant le numéro 6 074 848, qui appartient aujourd'hui à l'entreprise Loiselier de Saint-Bernard, a complètement dépassé l'échéance de la clause résolutoire à son contrat d'achat. Et malgré toutes les démarches que nous avons pu faire pour essayer de le rejoindre, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait, pour essayer de donner des délais supplémentaires, on a été obligé de prendre conseil auprès de nos avocats. Et ce soir, nous passons donc une résolution pour mandater nos aviseurs légaux de la firme Morancy Avocats de Québec de procéder, d'enclencher les démarches pour faire appliquer la clause résolutoire au contrat. Donc, à moins qu'il se passe quelque chose et que le propriétaire soit en mesure de procéder rapidement dans les délais qui sont prévus à la loi, la municipalité pourrait se voir dans l'obligation à relativement court terme, donc de reprendre possession du terrain sans aucune compensation pour le propriétaire. Alors, c'est un peu dommage, c'est même beaucoup dommage. On aurait souhaité que ça ne se passe pas comme ça, mais à un moment donné, il faut respecter nos engagements contractuels et c'est comme ça. Alors, ça prend quelqu'un pour proposer l'adoption, M. Michel Saint-Pierre. C'est clair, ça? Oui. Au point 14. On a une demande de dérogation mineure de développement domiciliaire Saint-Frédéric pour les lots 6 439 272 et 6 439 274 qui ont été réaménagés, recadastrés pour en permettre la vente. Ces deux terrains-là sont dans la rue Lessard, pratiquement à l'intersection de la rue Grondin, pour en permettre la vente à un nouveau propriétaire qui veut les valoriser en construisant des projets immobiliers. Et dans la perspective d'un éventuel développement domiciliaire dans ce secteur-là. Donc, on doit passer une dérogation mineure ce soir qui a quand même très peu d'effet. C'est qu'on est dans un secteur de corridor riverain en raison du cours d'eau. Et normalement, dans un secteur de corridor riverain, à je ne sais plus combien de 100 mètres là, de la berge d'un cours d'eau, les terrains, les lots, doivent avoir une certaine profondeur. Or, ces deux terrains-là sont un petit peu moins profonds que la profondeur prévue par réglementation, mais la municipalité a le pouvoir d'accorder une dérogation. Ces deux terrains ne touchent pas au cours d'eau, sont complètement éloignés du cours d'eau en question, mais ils font quand même partie de la distance du corridor riverain. Alors, les deux dérogations ont été publiées. Le comité consultatif d'urbanisme s'est prononcé là-dessus, Michel, n'est-ce pas? Donc, ça a été étudié. L'inspecteur municipal a fait le travail aussi. Et la recommandation très, très claire est d'accorder la dérogation sans réserve. Là, il n'y avait pas de préjudice possible, imaginable. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir là. Donc, la recommandation est dans ce sens-là. On a discuté en caucus et donc, ce soir, on passe la résolution pour accorder la dérogation mineure qui permet le lotissement de ces deux terrains-là pour en permettre le cadastrage et la vente à un nouveau propriétaire. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption, donc M. Michel Fortin. On arrive au point 15. Avis de motion et projet de règlement d'emprunt 364-21 pour l'achat d'un tracteur New Holland 25S et de différents autres équipements de déneigement, souffleurs, grattes, ainsi de suite. Alors, le projet est déposé, l'avis de motion et projet de règlement est déposé par M. Michel Saint-Pierre. Pour un montant total de 78 300 $. Ça inclut le petit tracteur avec tous ses équipements, tondeuse, gratte, souffleur, cabine alouette, là, ainsi que d'autres équipements, un plus gros souffleur qui va devant le tracteur qu'on va louer, la gratte
orientable qui va devant aussi le plus gros tracteur qu'on va louer, ainsi de suite. Il y a du stock pas mal là, quand même pour 78 000 $. Il ne faut pas attendre que nos équipements cassent. Là. Notre vieille tondeuse commence à arriver un petit peu au bout de sa corde. Là. Fait qu'il ne faut pas attendre de passer ça au ciseau à main là, avant que ça ne marche plus parce qu'il commence à avoir de grandes pelouses pas mal. À Saint-Frédéric, ça ne paraît pas. Là. Ça fait que c'est ça. On va essayer de faire le maximum. Comme on l'a étudié beaucoup au conseil en atelier de travail, là, le grand défi des municipalités comme la nôtre, c'est que quand on est dans une petite municipalité, on est obligé d'essayer de regarder des solutions les plus versatiles possibles. Ça prendrait pour bien faire un outil spécialisé pour chaque travail qu'il y a à faire, mais c'est impossible. C'est dans les plus grosses villes qu'on est capable de faire ça. Donc, on est condamné à essayer de trouver des outils qui font un peu tout. C'est très, très, très difficile. Ça fait encore partie des défis des petites municipalités, ça, d'essayer de se débrouiller avec des solutions hybrides là, qui font un peu toutes sortes qui peuvent faire un peu tout, mais ce n'est pas nécessairement idéal, puis on en est parfaitement conscient. Mais on ne pourra jamais être assez gros pour avoir des équipements spécialisés pour chaque type d'emploi qu'on a besoin de faire. Pas besoin de vous dire qu'on ne peut pas avoir une déneigeuse de ce trottoir spécialisé avec le peu de trottoir qu'on a à entretenir. Là. Ça n'aurait aucun bon sens. C'est ça. Par contre, en matière de pelouse, là, on est à l'œil d'être dans une classe majeure, là, par exemple. Mais j'en discutais avec d'autres collègues dans d'autres municipalités. Toutes les municipalités sont rendues qui tentent de pelouse, une affaire terrible. Là. Puis s'ils vont en contrat, ben, je n'ai pas besoin de vous dire que ça coûte c'est des frais surprenants. Là. Ça nous amène au point 16. Avis de motion et projet de règlement modifiant le règlement 365-21 sur la gestion contractuelle. Alors, ça prend un conseiller, une conseillère pour le déposer. Oui, c'est moi qui le dépose. C'est le règlement numéro 365-21 qui modifie le règlement numéro 337-17. Dans le fond, ça concerne la gestion contractuelle. Et ce qui est modifié, c'est l'article 10.1, en fait, qui est ajouté, si je me trompe pas. Oui, oui. Ça dit, sans limiter les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de solution publique, la municipalité doit favoriser les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, assureurs, entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Est un établissement au Québec au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifiée à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. Je vais juste finir les deux petits paragraphes. Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont faits en majorité à partir d'un établissement au Québec. La municipalité, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat visé au présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 du règlement sous réserve des adaptations nécessaires à l'achat local. Bref, c'est pour favoriser l'achat local, tout ça. L'achat de produits fabriqués au Québec autant que possible. Pas être contre la vertu, évidemment, dans autant que c'est dans le prix. Là. C'est parfait, merci beaucoup Anne-Marie. Donc, ce projet de règlement, comme le précédent, vont être adoptés en version finale le mois prochain, à moins d'amendements majeurs. Ça nous amène au point 17, demande d'appui au Cobarrique pour une demande de financement pour la suite du projet du bassin versant de la rivière des Fermes, qui est une démarche qui a été entamée, ça date déjà de l'année passée, ça, je ne me trompe pas, Cathy, au moins. Ah, oui, même, alors, on avait le droit de se réunir, on avait le droit de se réunir, donc ça date d'avant la pandémie, c'est bien trop vrai, ça date de plus d'1 an. Ça. C'est rendu qu'on parle d'avant puis après la pandémie, c'est pas drôle de dire ça. C'est effectivement vrai, on avait eu la réunion à Saint-Joseph, je me rappelle. Donc, le Cobarrique nous demande leur appui et notre contribution, ben, ça consiste à pouvoir les rencontrer, à accorder un peu de temps, des choses comme ça. Ils ne nous demandent pas un sou et ça nous permet d'aller chercher les aides financières, de les aider à se financer eux autres aussi. Aucun problème avec ça et on a eu jusqu'à maintenant une excellente collaboration, un excellent soutien
avec l'équipe du Cobaric, on ne peut pas dire le contraire, là. Alors, ce soir, la résolution, c'est pour appuyer leur démarche qui leur permette d'aller chercher le soutien. Donc, c'est proposé par Mme Anne-Marie Lachance. Au point 18, au rapport des comités, alors, à la régie intermunicipale du parc industriel Beauce-Amiante, on a quand même, lors de la dernière réunion, on a quand même eu une excellente nouvelle. Alors, c'est Jean-Denis et moi qui sommes représentants à la régie intermunicipale pour le parc industriel Beauce-Amiante, où les 6 municipalités du secteur, avec Saint-Jules, Saint-Séverin, Trinque-Jonction, Sacré-Cœur-de-Jésus et East-Broughton, sont membres. Alors, lors de la dernière séance, l'autre jour, là, il y a quelques jours, l'autre semaine, on a passé une résolution importante par laquelle on a accepté l'offre d'achat de la société Asbestos pour l'ensemble des terrains restants qui sont du côté nord de la route, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui restait de terrain disponible sur le site de l'ancienne mine Carré, c'est-à-dire les montagnes de résidus miniers, tout ça, puis à peu près tout ce qui reste. Donc, la société Asbestos acquiert à peu près tout ce qui reste là tout ce qui reste de terrain disponible. Et à l'heure actuelle, donc, ce qui va rester de terrain à la régie intermunicipale, ce reste donc juste les terrains du côté, quand on va vers East-Broughton, si vous voulez, du côté gauche, donc du côté sud de la route 112, qui sont prévus pour le projet de parc de panneaux solaires, là, en partenariat avec une filiale d'Hydro-Québec qui est en train de travailler le dossier, qui est très proche de voir son aboutissement et qu'on espère pouvoir finaliser dans les prochains mois. Ça regarde très, très bien. Donc, le dossier de la régie du parc industriel Beauce-Amiante chemine extrêmement bien. Et la question, évidemment, c'est qu'est-ce que tu veux qu'Asbestos fasse avec ça? Alors, fouillez un petit peu sur Internet, vous devriez trouver des réponses à vos questions. Je ne sais pas jusqu'à quel point je suis autorisé là, de donner des réponses, mais la société Asbestos détient déjà une quantité impressionnante de sites miniers partout dans différentes régions du Québec. Et ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils vont travailler en développement avec une autre entreprise qui veut transformer les résidus miniers pour en extraire le sulfate de magnésium à un niveau très pur. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, du sulfate de magnésium, bien, quand vous avez des brûlements d'estomac, là, les comprimés de Malox ou des affaires de même, là, Gaviscon, là, c'est du sulfate de magnésium. Ça, en gros, là, écoutez bien, là, je ne suis pas pharmacien, là, mais je vous fais ça très rough, là, c'est pas mal ça. C'est un élément basique là, utilisé dans plusieurs procédés chimiques transformés. Et donc, eux autres, ils vont transformer ça tranquillement. Parmi les conditions à l'implantation du projet, ce n'est pas la société Asbestos eux-mêmes. Ils vont travailler avec un partenaire, des choses comme ça. C'est ce qu'ils veulent faire. Ça peut entrer dans la fabrication d'engrais, ça peut entrer dans la fabrication de plein de choses. On va les laisser développer ce qu'ils veulent faire. Je n'ai aucune idée quoi. Mais dans mes petites recherches que j'ai faites, j'ai vu que le sulfate de magnésium, c'est pas un minerai, c'est pas un métal. C'est un élément, au niveau pur, c'est un élément qui peut entrer dans la composition d'une grande quantité de produits industriels. Parmi les conditions à l'implantation du projet, il fallait avoir la confirmation que le train allait revenir. Et justement, le ministère des Transports a confirmé que le train allait revenir. On a passé des résolutions là-dessus, justement, pour confirmer le zonage de ça il y a quelques mois. Donc, ça entrait dans les conditions. C'est quand même une très, très bonne nouvelle pour la région. Si on fait le lien avec tout ça, bien, vous savez que ici même à Saint-Frédéric, on vient d'obtenir il y a quelques mois à peine le dézonage complet de 11 hectares de notre parc industriel. On espère que ça puisse créer des opportunités pour différentes entreprises, des fournisseurs, des choses comme ça. Quand il y a des projets qui arrivent, quand il y a des choses innovantes qui arrivent, bien, ça peut créer des opportunités pour d'autres retombées en espérant que tout le monde puisse en tirer profit, et tant mieux. Donc, c'est la bonne nouvelle, ça. On va surveiller après ça l'implantation du projet de parc pour les panneaux solaires, pour lequel on a aussi passé une résolution d'appui encore récemment et qui chemine très, très bien. Au point 19, les correspondances, à ma connaissance, il n'y en avait pas, il n'y en a pas eu dernièrement.
Au point 20 des questions, je n'ai pas vu passer. Moi, là, t'en as-tu, toi, Cathy? Non? Au point 21, les variables, les conseillers, avez-vous d'autres choses? C'est sous contrôle. Ça nous amène donc à la levée de l'Assemblée, en espérant pouvoir vous retrouver au plus tôt en personne, en vrai, et ça serait une excellente chose. Là-dessus, on vous remercie beaucoup et à la prochaine.